Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de My Job Blessing et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série de webinaires à la découverte de l'armée de terre. Alors pour m'assurer que vous m'entendez bien et que tout fonctionne, je vais vous inviter à utiliser le chat en bas à droite et me dire un petit bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir Marion, Thibaut, Tanguy, Clément, Alix. Ouh là là, vous êtes trop nombreux, je n'arrive pas à vous suivre tous. En tout cas, je vois que ça marche et je suis ravie de vous retrouver pour vous faire découvrir un nouveau métier aujourd'hui, puisque dans quelques instants, le capitaine Mallory va me rejoindre et il va vous parler de son métier de pilote d'hélicoptère de combat Tigre. Alors, avant que Mallory me rejoigne, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler les règles, puisque vous savez que pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions sur son parcours, sur ses missions à Mallory. Et puis ensuite, c'est vous, dans la deuxième partie, qui pourrez poser vos questions. Pour ça, rendez-vous sur l'onglet questions, qui est juste à gauche de l'onglet chat. Et pour que je puisse présenter au mieux votre question et lui donner un petit peu de contexte, j'aurais besoin que vous me donniez quelques informations. Donc, avant de poser votre question, est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, m'indiquer votre prénom, votre âge et les études que vous suivez? Ça pourra m'aider à personnaliser au mieux la question et Mallory pourra y répondre le mieux possible. Voilà. Je crois qu'on s'est tout dit, donc je vais inviter le capitaine Mallory à me rejoindre pour vous en dire plus sur son parcours et vous aider à vous projeter au sein de l'armée de terre. Alors, dans quelques instants, Mallory sera avec moi. Bonjour Mallory, tu vas bien? Bonjour Émilie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, merci de passer un petit peu de temps avec nous pour partager ton métier, ta passion, ton parcours au sein de l'armée de terre. Tu sais Mallory que dans ce webinaire, on a un petit peu l'habitude de commencer avec la carte d'identité de notre invité. Ouais. Donc si tu veux bien, je te propose qu'on se lance dans cette carte d'identité. Ouais, bien sûr. Parfait. Donc Mallory, ton grade? Eh bien, je suis capitaine, Ton âge? j'ai 32 ans Et tu es originaire d'où? et je suis originaire de la Seine-sur-Mer, dans le Var, dans le sud-est. Et tu es dans l'armée de terre depuis? Et je suis dans l'armée de terre depuis 2012, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Génial, tu vas pouvoir nous expliquer tout ton parcours depuis ton arrivée dans l'armée de terre. Avec Ce serait plaisir. quoi ton meilleur souvenir dans l'armée de terre? Mon meilleur souvenir dans l'armée de terre, bon, s'il fallait en choisir qu'un, je dirais le macaronnage, la cérémonie de remise du brevet de pilote d'hélico, parce que ça arrive à l'issue d'un long parcours exigeant et ça reste un moment exceptionnel puisqu'on se retrouve avec tous ses camarades, on reçoit tous ensemble notre brevet, on a nos familles qui sont présentes. Donc c'est peut-être le plus beau souvenir. Très clair. Et au contraire, c'est ton plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Qu'est-ce qui a été un peu compliqué et que tu as relevé? Le plus gros challenge, je pense que ça reste la formation en elle-même, notamment à Dax, à la base école du général Navelé, le 6e régiment d'hélicoptères de combat, où tous les pilotes d'hélico, pas que de l'armée de terre d'ailleurs, hein, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, sont formés. Donc la formation est assez longue. On commence par une phase sol, puis les vols. Chaque vol est noté, on apprend quelque chose, le lendemain on le restitue et on apprend encore autre chose. Donc au début c'est très dense. Pour quelqu'un comme moi qui n'était pas issu d'une famille militaire ni d'un milieu aéro, tout était à apprendre. Donc au début c'est un petit peu compliqué, mais la formation est plutôt bien faite. Donc on s'accroche, il y a des hauts, des bas, donc voilà, ça reste un gros challenge, mais Tu l'as relevé avec brio. Oui, voilà, on peut arriver à faire quelque chose. Super. Et justement, tu nous disais que tu n'as pas de famille militaire, donc est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a inspiré pour devenir soldat dans l'armée de terre? Comment ça s'est passé? Un livre, je ne sais pas. Là, un Un film, film, hein? je le dis assez souvent, mais le film un peu cliché, c'est reste Top Gun. Ça reste un film qui suscite pas mal de vocations chez beaucoup de pilotes. Voilà. Le pilote, alors certes, c'est des avions de chasse, mais Ouais.
ça C'est reste. pas la même armée, hein. C'est pas la même armée non plus. C'est vrai que c'est la marine. Mais c'est vrai que le rêve un peu d'enfance, c'est passé par ce film. Et c'est en fait après que j'ai découvert les hélicos de combat. Enfin, en me renseignant, je ne savais pas moi au début, notamment que les hélicos faisaient partie de l'armée de terre, alors que près de 70% du parc hélico de la Défense, il est détenu par l'armée de terre, par Ouais, l'aviation c'est ce que j'ai appris. Il y a 293 hélicoptères hein, dans l'armée de terre et c'est le plus grand volume de postes de pilotes d'hélicoptères. C'est ouais, tout à fait. Donc maintenant, les jeunes sont beaucoup plus renseignés que nous, hein, ils le savent. Hein. Ils le savent très bien, mais c'est vrai que moi, je ne connaissais pas. Et en allant dans les bureaux, en me renseignant, parce que je voulais être militaire, je voulais être officier, pilote. Et quand j'ai vu les hélicos de combat, notamment le Tigre, je me suis dit, ça reste quand même une machine exceptionnelle et pourquoi pas tenter l'aventure. Bon, j'ai commencé par la Gazelle, mais aujourd'hui, je suis sur Tigre. Alors, on va revenir justement sur ton parcours, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer à quel moment tu as eu justement l'idée de devenir militaire? Et j'imagine que tu es passé par un CIRFA. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais l'idée d'aller dans l'armée de terre tout de suite? Comment est-ce que tu voulais déjà voler? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à pousser la porte de ce CIRFA? Bah, le rêve, c'était piloter, c'est se dire pouvoir voler, ça reste un métier extraordinaire. Après, l'armée, c'était quelque chose qui m'attirait. Moi, comme je disais, je ne suis pas issu de famille militaire, pas du tout. J'ai juste mon père qui a fait son service militaire, qui en garde un très bon souvenir. J'avais juste ces brides-là de souvenirs. Et moi, l'armée, ça m'a toujours attiré. Donc, le port de l'uniforme, pouvoir défendre son pays, incarner toutes les valeurs qui découlent de ça. Être cadre, être officier, c'est ce que je voulais aussi. Donc, j'ai fait mes recherches, un peu comme tout le monde, pour voir un petit peu les filières qui existaient. J'ai été réserviste avant. Je suis rentré comme réserviste alors dans l'armée de l'air. À quel âge? Eh j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ça a été une première approche pour intégrer le milieu mili, découvrir un petit peu voilà, comment ça fonctionnait, toucher un peu du doigt cet univers. Et tout en passant ma licence en parallèle et en faisant mes recherches sur les filières pour être pilote, et j'ai découvert les hélicos. Et je me suis orienté petit à petit vers l'ALAT, et que j'ai rejoint après une licence, même si on peut être pilote d'hélico dans l'ALAT avec le bac, minimum. Alors, peut-être préciser, l'ALAT, c'est l'aviation légère de l'armée de terre. Tout à fait. Et toi, du coup, tu as fait une licence dans quel domaine avant de te lancer? Alors moi, j'ai fait un bac scientifique. D'accord. Et j'ai préféré valider une licence, alors dans le domaine du droit, donc ça n'a rien à voir. Mais c'était plus une sécurité. Il y avait d'autres métiers qui m'attiraient. Bon, j'ai eu un parcours j'ai fait plein de choses. Donc j'ai été pompier volontaire, donc le métier d'officier sapeur-pompier m'intéressait. Il y avait les douanes, il y avait plein de métiers qui sont géniaux, qui m'attiraient. Mes parents font de l'immobilier, donc si ça ne marchait pas, je pouvais me spécialiser éventuellement dans l'immobilier. Donc j'ai préféré valider ce diplôme. D'ailleurs, c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes. La filière, elle est ouverte, certes, post-bac, donc on peut rentrer avec le bac. Il y en a dans mon promotion qui sont rentrés qu'avec le bac, ça a très bien fonctionné. Néanmoins, on peut rentrer jusqu'à l'âge de 32 ans maximum. 32 ans, Ah oui. c'est un petit peu vieux, mais 28 ans ça le fait, mais ça laisse une plage assez grande pour valider un diplôme universitaire dans une filière qu'on aime, pour peut-être avoir une sécurité si ça ne fonctionne pas. Et un diplôme n'est jamais perdu, donc moi j'avais privilégié le droit. À l'heure actuelle, ça ne me sert pas du tout dans mon métier, mais ça reste un acquis et peut-être que plus tard, ça me servira, effectivement. Très clair. Et donc, du coup, tu pousses la porte du CIRFA. Comment ça se passe? Eh bien oui, comme tout le monde, on va voir le CIRFA. Donc moi, je savais que pour être pilote, il y avait donc dans les trois armées. Alors, il faut savoir, pour être pilote d'hélico, on peut l'être dans les trois armées, ce qu'on ne sait pas forcément. Néanmoins, moi, j'y allais pour être pilote plutôt de chasse. Donc, il y avait la filière EOPN dans l'armée de l'air, il y avait la filière EOPAN dans l'aéronautique navale, la marine. Et en fait, j'ai découvert là les hélicos de combat dans l'armée de terre. Il faut savoir qu'auparavant, les pilotes d'hélico étaient rentrés sous-officiers et maintenant sont tous des officiers. Donc, il y a la filière officier sous contrat pilote, qui est le pendant des EOPAN et EOPN des autres armées. Et en fait, j'ai découvert ça, j'ai vu les hélicos, je me suis dit que c'est quand même extraordinaire ce qu'on peut faire avec un hélicoptère. Les hélicoptères de nouvelle génération sont géniaux. Donc,
on va faire un dossier, puis on va se préparer, pourquoi pas, quoi. Et en fait, ce dossier est parti rapidement, et ça a fonctionné tout de suite. Donc, j'ai pas eu l'occasion de me présenter aux autres tests, et tant mieux. Aujourd'hui, je suis pilote sur Tigre, donc voilà. J'ai peut-être Génial. eu un peu de chance, mais je suis très ravi de mon parcours. Alors, juste pour comprendre, Mallory, quand tu as poussé la porte de ce CIRFA et que tu as décidé de t'engager en tant que pilote d'hélicoptère de combat, est-ce que tu avais déjà piloté? Est-ce que tu avais déjà touché un hélico de ta vie? Est-ce que tu avais des premiers éléments ou est-ce que tout a été donné, tout a été appris au sein de l'armée de terre? Comment ça marche? Alors moi, je n'avais jamais volé, pas du tout, rien, pas de planeur, j'ai même pas fait un vol de découverte sur un DR400 ou un petit avion. D'accord. Ça paraît assez risqué parce que peut-être que je pouvais avoir le mal de l'air, par exemple, et puis ça n'aurait pas fonctionné. Mais donc c'est possible. En fait, la formation est très bien faite, elle est très progressive. Donc il y a des tests de sélection qui permettent d'élaborer un profil et de savoir si la personne sera à même d'absorber donc ce qu'on disait, cette capacité à apprendre, en fait, une capacité peut-être de travail, à ingurgiter des cours et une remise une restitution en vol de ce qu'on apprend. Voilà. Donc, dans un premier temps, tu as eu une formation militaire déjà dans un premier temps. C'est comme ça que ça se passe. Une fois que tu réussis tous tes tests, les tests médicaux, etc., et que du coup, on te dit, OK, on va te former, la première partie de ta formation, elle se passe où et qu'est-ce que tu y apprends? Alors, on fait un peu un tour de France. Moi qui étais originaire du Var, je dépendais. On va d'abord dans un DUI, c'est donc ancien CSO. Faut que tu m'expliques. C'est un centre de sélection et d'orientation. D'accord, très bien. C'est là-bas qu'on va faire les premiers tests en fait pour élaborer un profil militaire, parce que chaque militaire a une spécialité, mais on est avant tout tous militaires, on a ça en commun. Donc on va d'abord moi c'était à Lyon, au quartier général de Frères, où là on va avoir des tests psychotechniques, on va avoir du sport, on va élaborer de savoir si la personne est apte à tous les métiers de l'armée de terre. D'accord. C'est la première étape. Ensuite, pour quelqu'un qui veut être pilote dans la latte, il va aller à Vincennes, où il va passer les tests spécifiques de pilote. Donc, il va y avoir toujours du psychotechnique, il va y avoir des mathématiques, de l'anglais est très important, il va y avoir des entretiens et un simulateur. Simulateur sur 2 jours, ces tests se passent sur 2 jours. Et c'est à l'issue de ces 2 jours qu'on va élaborer, à savoir si il va être à même de réussir à suivre la formation. Si ça fonctionne, magnifique, on passe aux tests médicaux. Il y en a déjà eu à Lyon, j'en ai pas parlé, il y en a à Lyon, mais là c'est vraiment beaucoup plus poussé pour savoir si on a une aptitude ou une inaptitude à devenir pilote. Donc les yeux, le cerveau, encéphalogramme, voilà, quelque chose de très poussé. Et si on a le stempel médical, c'est formidable, on signe notre contrat et on va entamer. Il se passe quoi après alors? Et bien après, direction la Bretagne, direction Saint-Cyr-Côte-Quidan, l'école des officiers. Alors maintenant, ce sont les académies de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Et pour le pilote d'hélico sous contrat, il va aller anciennement au 4e bataillon. Maintenant, c'est l'EMAC, c'est l'école militaire donc des aspirants de Côte-Quidan. Donc là, moi j'ai fait 4 mois, maintenant c'est 6 mois. Donc là, vernis militaire, on quitte tout, on met le treillis, on se coupe les cheveux, on se lève très tôt le matin, on marche au pas, on chante. Voilà, que du bonheur. Au début, c'est particulier. C'était compliqué parce que c'est la première fois que je quittais ma famille, donc ça fait un peu un choc. Mais cela dit, après, ça reste les plus beaux moments d'une vie parce que les gens qui vont être présents sont des gens de votre promotion, vous allez suivre au fil des années. Donc, maintenant, quand on se retrouve, on en reparle de moments passés en 2012 et on en rigole encore. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, 10 ans plus tard, tu as toujours contact avec eux et tu suis un petit peu ce qu'ils sont devenus, comment ils ont avancé dans l'armée de terre à des endroits différents de toi. Mais il y a quand même ce truc de la promo qui reste, en fait. Clairement. Je pense qu'il y en a dans le chat. Alors, j'essaie de répondre aux questions et de regarder en même temps. Alors, regarde pas le chat parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Mais en effet, tu as des gens qui contactent sur le chat, qui parlent de ton livre, etc. On va y arriver. Et donc, on les salue s'ils sont là. Oui, bien sûr, on a toujours contact, c'est ce qu'on appelle des frères d'armes. Voilà,
On se suit, on avance dans la vie ensemble, on va au mariage de l'un. Donc, Génial. c'est des super moments. Et là, pour revenir à la formation, c'est vraiment une formation militaire. Donc là, on est loin des hélicos. Donc c'est un peu peut-être perturbant au début, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que voilà, on a un treillis, on est militaire avant d'être pilote. Donc la première partie, vernis militaire, au nord-ouest. Et après au sud-ouest. Et après, sud-ouest, à Dax, donc le 6e RHC, où là, on commence à toucher du doigt les hélicoptères, on les voit voler, mais ce n'est pas pour tout de suite aux commandes. On commence par une phase sol, donc il va y avoir 4 mois de phase sol avec des cours théoriques, du droit aérien, de la mécanique du vol, les motorisations, de l'anglais, plein de cours. Donc là, il faut travailler. Et pour pouvoir accéder à la phase vol, où là, on va pouvoir se poser dans l'hélico et apprendre à piloter donc sur un EC-120 ou Calliope, un hélicoptère civil, donc, mais qui a une avionique toute particulière pour nous. Donc on apprend, on passe en fait le brevet, le CPL, la licence professionnelle de pilote. Donc là, d'accord. Donc c'est une formation qui est très longue. Et à l'issue de cette formation, le macaronnage, on en parlait au début, des plus beaux moments où on récupère les ailes. Donc on est pilote, ça y est. Mais donc il y a un classement. Hey. Comme dans tout, dans la vie, bien évidemment. Le premier choisit sa machine, le dernier, il aura ce qui reste. Donc, on va pouvoir choisir son hélicoptère de combat. Donc, Tigre, Gazelle, Puma, Caïman. Je crois qu'il y a maintenant des Cougars aussi en sortie d'école. Tu m'expliquais la dernière fois qu'il y avait 2 types d'hélicoptères. Tu peux me réexpliquer ça? Voilà, il y a 2 filières. Il y a les HMA, hélicoptères de manœuvre et d'assaut. Donc, les Puma, Cougar, Caracal, mais bon, ça c'est pour les forces spéciales, mais le Caïman notamment. Et la filière HRA, hélicoptère de reconnaissance et attaque, donc avec la Gazelle et le Tigre. Donc généralement, il y a un numerus clausus, ça dépend, il y a une partie aussi de chance. Moi, sur ma promotion, on avait par exemple 2 Tigres, 6 Gazelles, 6 Pumas et 9 Gazelles. Il n'y avait pas de Caïman, alors que la promo d'après, par exemple, ils avaient eu 4 Tigres, 4 Caïmans. Donc, par rapport au classement, on pourra choisir notre machine. Néanmoins, voilà, il faut plutôt choisir une filière, je pense, avec les missions qui vont avec. Parce que si quelqu'un, par exemple, qui a, je ne sais pas, un Puma et quelqu'un qui rêve d'un Caïman, il vaut mieux quand même qu'il prenne un Puma pour pouvoir évoluer vers l'hélicoptère de nouvelle génération de sa filière. Il peut y avoir une Gazelle peut-être qui passera Caïman, mais c'est extrêmement rare. Et en tout cas, mon 10 ans d'armée, je ne l'ai pas vu. Donc, je pense que maintenant, c'est quand même verrouillé. Il y a quand même 2 filières spécifiques. Donc, et du coup, tu as choisi sa machine. C'est pas fini. On va dans le sud-est, au Canet des Morts. Donc là, pour se spécialiser sur l'hélicoptère de combat, pour apprendre toutes les spécificités de son hélico, le cockpit. Pour un Tigre ou une Gazelle, par exemple, l'armement. La mise en route qui est toute particulière pour tel ou tel type de machine. Et en parallèle, on fait d'autres stages annexes, comme le C100, qui nous apprend à nous extraire d'une machine lorsqu'on se crache en mer, lorsqu'on s'abîme en mer. Le RESCO, où là, c'est plutôt un crash en territoire hostile, et amené à se cacher, survivre, sortir vivant de la situation. Plein de petits stages comme ça ponctués la phase aéronautique. Donc, vous avez vu, c'est assez long, ça prend entre 1 et 2 ans. Donc, de la signature, finalement, il se passe entre 3 et 4 ans que de formation post-bac, par exemple, pour quelqu'un qui est rentré qu'avec le bac, pour ensuite arriver enfin dans le régiment d'hélicoptères de combat. Mais Mallory, c'est 4 ans, c'est vrai, ça peut paraître long, mais c'est 4 ans pendant lesquels tu es rémunéré, pendant lesquels on te donne une formation qui est gratuite et on te permet de passer d'une personne qui avait jamais touché un hélicoptère à quelqu'un qui est capable de partir en opération extérieure avec un hélicoptère armé pour pouvoir intervenir. Donc, c'est normal aussi et c'est nécessaire, j'ai envie de dire, pour pouvoir te faire monter en compétences et te donner tous les éléments pour réussir ta mission. Ah ben, complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Notamment, de plus, arriver en régiment, on ne part pas tout de suite. Le jeune pilote qui vient d'arriver formé sur sa machine, pilote Gazelle qui arrive au premier HC à Falsbourg, il ne va pas partir tout de suite en opération.
parce que certes, il est pilote, maintenant il n'a pas beaucoup d'expérience sur son vecteur, donc il va se familiariser avec les procédures en régiment, ses chefs de bord, la manière de travailler ensemble. Et généralement, bon, maintenant les départs se réduisent, mais moi par exemple, je suis arrivé en 2014, je suis parti en 2016. Voilà. Deux D'accord. ans, 2 ans, je pense que c'est voilà, c'est le délai moyen, à peu ou prou, hein, pour un départ en OPEX. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de quel est ton quotidien quand tu n'es pas en OPEX, donc quand tu es dans ton régiment, Ouais. et après, quel est ton quotidien quand tu es en OPEX? Alors, le quotidien en régiment, c'est difficile de donner une routine, une journée type, parce que sincèrement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ce que je peux dire, c'est qu'on ne vole pas tous les jours. Ça, mais je pense que maintenant les jeunes le savent, et ça, c'est dans toutes les armées. Quelqu'un qui veut être pilote pour piloter tous les jours, c'est pas ce qu'on fait nous en tant qu'aéro combattants. Voilà. Certes, alors il y a des fois où on va voler beaucoup, parfois un simple vol, parfois le lendemain ça va être un simulateur, parfois vous n'avez pas de vol du tout, vous allez toujours se remettre en question, travailler sa théorie, son maths, voilà, ses procédures. Vous avez du sport, parce qu'on est resté militaire, donc il faut se maintenir en condition physique. Vous avez souvent un magasin à gérer, donc nos systèmes de vision nocturne, on a de l'armement également, donc il faut suivre ce matériel, le mettre en réparation quand c'est nécessaire. Vous avez des manips, parfois en vue d'une préparation, par moi je suis projeté bientôt. On a une MCF, une mise en condition finale, donc c'est-à-dire que pendant des semaines, des mois avant de partir, vous allez avoir des exercices où on va partir pendant une semaine chez un régiment frère, alors soit de la LAT, mais ça peut être de l'interarme avec de l'artillerie de montagne ou des GCP pour aller travailler dans un autre régiment à leur profit, développer nos procédures. Donc pendant une semaine, vous êtes sur le terrain avec votre hélico, vos mécanos. Voilà, il y a vraiment une panoplie. Vous avez de la formation aussi. Parfois, vous êtes en stage. Par exemple, moi demain, dans un an, si je passe chef de bord, j'aurai 4 mois de formation. Je vais devoir revenir au Canet des Morts. Donc, pendant cette année-là, certes, j'aurai moins de préparation en vue d'une OPEX. J'aurai sans doute peut-être pas d'OPEX. C'est un métier, il n'y a pas de routine. Mais c'est super. Voilà. Il y a beaucoup d'auto-formation. Il faut être très autonome. Voilà. On reste officier, donc on se prend en main. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel pour aller travailler son anglais ou ses procédures ou se remettre dans un cours, par exemple. Voilà. On a une cellule d'instruction dans une escadrille qui est proactive, mais c'est tout un chacun de se prendre en main et de s'améliorer. Voilà, toujours. De toute façon, l'humilité, c'est la qualité à avoir En tant que soldat, même. en tant que militaire, en général. Ouais. Et si on part maintenant en OPEX, OPEX, ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta première expérience L'OPEX, alors l'opération extérieure, le quotidien d'opération extérieure, je vais prendre le plus concret. Moi, j'étais sur l'opération Barkhane l'année dernière, j'y retourne. En tant que pilote, on est en alerte 24 heures sur 24. Donc, vous avez des hélicoptères, Tigre, Gazelle, des caïmans pour des évacuations sanitaires ou toute autre mission possible qui sont prêts à intervenir en mesure d'eux à tout moment, jour et nuit. Donc, parfois, il ne va rien se passer. Donc, vous êtes d'alerte, vous attendez. Donc, vous n'êtes pas loin de votre machine. Vous pouvez faire du sport. Vous êtes avec votre détachement. Voilà, il y a des moments de cohésion, bien évidemment. Mais parfois, voilà, il se passe rien, et tant mieux. Parfois, vous êtes déclenché pour un appui, une mission à un endroit au Mali où des troupes au sol sont prises à partie. Vous allez partir avec une patrouille de Tigre ou Gazelle, une patrouille mixte, pour aller les appuyer et les sortir du pétrin. Peut-être faire une évacuation sanitaire pour un hélicoptère de manœuvre. Parfois, vous avez des missions qui sont prévues. Vous avez un centre opérationnel qui a un regard là-dessus. Donc, parfois, vous avez des missions préparées, prévues. Et puis, parfois, c'est dans l'urgence. Donc, c'est assez en dents de scie. C'est pareil. Après, ça dure le temps du mandat. On est préparé et entraîné, comme on en a parlé, pour mettre en application tous nos savoir-faire à ce moment-là. Et on sait que pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, le temps du mandat, on est prêt à n'importe quelle mission. Et pour bien comprendre, Mallory, dans ton hélico,
tu es tout seul, vous êtes deux, comment ça marche, quel est le rôle de chacun? Parce que je réponds un peu à la question, tu n'es pas tout seul. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et le rôle de chacun et puis par quoi tu commences généralement et est-ce qu'il y a une progression? Oui, alors dans un hélico, on n'est jamais tout seul, dans les hélicoptères de la LAT en tout cas. Pour les hélicoptères HRA, on est au moins deux, donc un pilote et un chef de bord. Un chef de bord, c'est un pilote qui a, pour la filière OSCP, globalement 8 ans, 10 ans d'expérience. Alors, il y a des chefs de bord qui sont chefs de patrouille, qui sont issus d'un recrutement qui est différent de OSCP, qui sont des officiers de carrière. Ouais. Eux rentrent, ils ont une vocation commandement. Donc, en fait, ils font tout le cursus dont on a parlé. Sauf qu'au Canet des Morts, une fois qu'ils sont pilotes, ils enchaînent tout de suite sur le chef de bord et le chef de patrouille. Donc, le chef de bord, c'est le chef de sa machine, le responsable de la machine. Il va mettre en œuvre, par exemple pour un Tigre, il va gérer tout l'armement, les radios, la tactique, la navigation. Et le pilote gère le pilotage. Donc, je dis la navigation, le pilote, c'est généralement le pilote qui est quand même proactif parce que c'est la base. Il va suppléer son chef de bord pour justement le libérer un maximum de ses tâches pour qu'il puisse se focaliser sur la mission, la tactique. Et donc, tout pilote évolue vers le chef de bord. Donc, par exemple, pour la filière OSCP, donc, vous avez, ce sont des contrats successifs. Donc, vous avez 2 ans, puis 2 ans, donc 4 ans qui couvrent la formation dont on a parlé, globalement qui couvre du début de Saint-Cyr jusqu'à l'arrivée en régiment. Et là, vous signez 10 ans. Donc, pendant 10 ans, vous êtes pilote. Et pour pouvoir signer le deuxième contrat, il faut passer la qualif chef de bord. Donc, quelqu'un qui veut rester pilote, il fera 14 ans de service. Et il s'arrêtera là. Il pourra s'arrêter. Aller postuler ailleurs. Maintenant, c'est la juste évolution. Et moi, je suis très épanoui dans mon métier de pilote Tigre, notamment parce que je suis passé en 2020, donc j'ai changé de machine, donc ça a un peu changé. Donc des Gazelles sur Tigre, hein, c'est ça? Voilà. Et néanmoins, après, il me tarde de passer chef de bord pour gagner encore plus en responsabilité. Et puis par la suite, il y a encore d'autres qualifs. Il y a donc le chef de patrouille. Donc le chef de patrouille, c'est un chef de bord plus qui va commander une patrouille d'aéronefs. Donc 2 à 3 hélicoptères avec un autre, une gazelle, un caïman. Voilà. Et puis vous avez moniteur aussi. Il faut être moniteur où là vous allez apprendre à former les gens. Donc vous pouvez être moniteur à Dax, vous pouvez revenir refaire votre tour de France, repartir à Dax pour former les jeunes, ou au Canet pour les aspects un peu plus techniques, ou en régiment pour valider les tests des gens, remettre un peu le vernis instruction, reprendre un peu la finesse de pilotage, les procédures. Donc voilà, en fait, on peut toujours évoluer. Moi, c'est aussi pourquoi je suis dans l'armée, parce que vous avez toujours cette capacité. Voilà. C'est celui qui veut effectivement rester dans un truc un peu, j'allais dire un cocooning, dans son métier, tranquille. Voilà, c'est pas le meilleur endroit pour lui. C'est pas le meilleur endroit. Mais je pense que tous ceux qui viennent taper à la porte, c'est pas ce qu'ils veulent. Voilà. Peut-être une dernière question, parce que le temps file. Hein, et il y a plein de questions des jeunes. D'ailleurs, je vous invite à aller voter pour les questions qui vous plaisent le plus, que là, il y en a un peu plus d'une centaine. Et pendant les 30 minutes qui restent, je n'arriverai pas à poser 100 questions à Mallory. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça m'aide à prioriser les questions. Du coup, ma dernière question, Mallory, avant de redonner la parole aux jeunes et de prendre leurs questions, est-ce que tu peux nous projeter un peu et nous amener avec toi sur une de tes dernières missions et nous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce que tu as à faire, alors en gardant la confidentialité peut-être de où c'était, à quel moment, quels étaient les risques, etc. Mais nous immerger avec toi dans une de tes missions. Par exemple, dans un de tes vols. Par exemple, durant l'opération Barkhane l'année dernière, donc, nous étions postés au Mali, où il y avait une patrouille de Tigres qui était sur une base avancée à l'est du Mali, qui est intervenue sur alerte pour appuyer des troupes au sol qui étaient prises à partie lorsqu'ils ont fait la reconnaissance d'un petit bosquet, un bosquet malien. Ils ont été pris à partie, il y a eu un blessé français, il y a eu un mort malien. Donc les Tigres sont intervenus en appuyant par le feu les copains au sol. Et moi, j'étais avec mon chef de bord en alerte à Gao, donc
un peu moins, j'allais dire, loin de l'action principale, et pour autant, on a été déclenché pour aller renforcer le dispositif à l'est. Les Tigres arrivaient en fin de playtime, donc leur temps d'action sur zone par rapport au kérosène. Donc on a juste eu le temps d'arriver, de faire les passations de SITAC, de situation tactique, le temps que eux rentrent, et il s'avérait qu'il restait en fait des ennemis dans ce bosquet. Et donc finalement on est parti de Gao sans trop savoir ce qui allait se passer, et on s'est retrouvé finalement à appuyer nous aussi par le feu et à détruire un ennemi dans ce bois. Donc, voilà, comme je vous disais, vous avez des alertes. Parfois, vous êtes même loin de l'action principale en se disant, bah, tiens, on est prêt ici au cœur du Mali, et pour autant, bah, vous pouvez être amené à partir à tel ou tel coin, au nord, à l'ouest, à l'est, pour pouvoir là, délivrer l'armement, délivrer le feu, mais qui font partie des missions principales de la filière Achera. Et vous avez aussi des caïmans qui étaient présents, bien évidemment, pour évacuer. On a fait l'appui aussi pour pouvoir. Que le caïman pose en sécurité et récupère le blessé français. Super, merci de nous avoir permis de vivre un peu ce moment-là et de s'imaginer à tes côtés. Alors, le moment tant attendu de prendre les différentes questions des jeunes. Donc, je trie en fonction du nombre de votes. Et le premier, c'est Nicolas. Donc, son message, c'est « Mon capitaine, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans et je suis en lycée militaire à La Réunion avec un cursus de S-OFF. » Sous-off, j'imagine. J'aimerais me lancer dans le cursus pilote et j'aimerais avoir, si possible, quelques détails sur les étapes de sélection entre le moment en CIRFA et l'entrée à Saint-Cyr. Alors, je pense que tu as pas mal expliqué, tout à l'heure. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi un recrutement interne, et j'ai vu passer très récemment de la DRHAT, donc la Direction de ressources humaines de l'armée de terre, que le recrutement est ouvert en interne. Donc, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Si je comprends bien, il est sous-officier, donc peut-être que quelqu'un pourra le renseigner dans le chat. Oui, c'est ce que j'allais dire. On avait avec grand plaisir qu'il m'envoie un mail sur Intradef, et je le retrouverai la note. Mais il peut tout à fait prétendre à devenir pilote au sein même de l'armée. Après, les tests, c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu. J'ai pu faire ce livre, Devenez pilote d'hélicoptère de combat, pour justement concaténer le maximum d'informations et ce que le candidat puisse avoir les idées claires et savoir à quoi s'attendre. Mais voilà, des mathématiques, de l'anglais, tests psychotechniques, une lettre de motivation à préparer, entretien psychologue, entretien avec un officier supérieur, et le simulateur, qui est la partie la plus importante. Et néanmoins, on ne peut pas s'y préparer. Donc, c'est compliqué. Nicolas nous précise qu'il n'est pas encore sous-off, il est caporal et il ne veut pas être sous-officier, mais officier. Alors, c'est moi qui n'ai pas compris. Toutes mes excuses, Nicolas, si j'ai mal lu quelque chose. Mais c'est ouvert aux EVAT. Hein. C'est ouvert aux EVAT, donc les engagés volontaires de l'armée de terre. C'est un autre acronyme. Mais c'est possible. Il peut être officier. Il peut aussi prétendre à être officier via l'EMIA, l'école militaire interarmes, qui lui fera, parce que c'est ouvert maintenant aux EVAT. On en a un exemple à l'escadrille. Et il pourra devenir officier de carrière, et donc lui, peut-être faire ce cursus, être tout de suite chef de bord, chef de patrouille. Donc il faut voir ce qui l'intéresse le plus. Est-ce que ça va être plutôt piloté sur le long terme en tant que technicien, entre guillemets, ou peut-être une voie commandement, parce qu'il a marqué clairement qu'il voulait être officier. Donc les deux, on est tous officiers, OSCP ou de carrière. À voir. Il faut qu'il se renseigne, EMIA, et après on pourra pas parler des tests. Il pourra retrouver, je pense, beaucoup d'informations, notamment dans le livre, et puis peut-être par la suite en chattant via la page Facebook. On a deux questions qui sont les mêmes, hein, celle de Chloé, 22 ans, qui est étudiante en biologie, et celle de Clément, qui est en M2 sûreté. Pourquoi tu as choisi de devenir pilote dans l'armée de terre plutôt que dans l'armée de l'air, dans la marine? Ça, c'est une question qui revient beaucoup. D'accord. Clément en M2 sûreté. Ok. Pourquoi l'armée de terre?
c'est ça, plutôt que les autres armes. Donc, pourquoi pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre plutôt que dans les autres armées, puisque on peut être pilote d'hélicoptère dans les 3 armées, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, c'était vraiment la filière combat, quoi. Pilote de chasse, mais pilote d'hélico de combat. Et en fait, quand j'ai vu les hélicos et de combat, la Gazelle, le Tigre, c'est vraiment cette filière-là. Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et qui plus est, enfin, je souhaite à tous de les voir en vrai, notamment lors de portes ouvertes, par exemple. C'est quelque chose. C'est quelque chose. J'étais ravi d'être Gazelle, qui est un super hélicoptère. Chaque hélico a ses avantages et ses inconvénients. Il y a une meilleure visibilité sur la Gazelle. Voilà, vous avez un armement qui est différent. Néanmoins, vous êtes peut-être plus à même de délivrer le feu avec un tigre et vous êtes peut-être plus en sécurité avec le tigre. Donc c'est un peu moi j'espère qu'on m'en voudra pas de voir de dépeindre cette image, mais pour moi la Gazelle c'est le karting et le karting c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est génial. Pour être pilote de F1, il faut être pilote de karting. D'abord, ouais. Les collègues gazellons, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Au contraire, j'étais ravi moi d'être Gazelle, mais là le tigre c'est la Formule 1. Allez voir un tigre de près et on pourra en reparler. On va suivre ton conseil. On a Rémi qui a 23 ans et qui il y a les commentaires qui. Ok. Du coup, si je reprends les questions, on a Rémi qui a 23 ans et qui est instructeur Simurafale, qui demande 1. Comment se déroule le test simulateur à Vincennes? 2. Comment se déroule la formation à Dax en termes de durée de formation et de modules associés? Et dans quel OPEX, si tu as le droit de le dire, je ne sais pas, dans quel OPEX la LAT est-elle déployée aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une information que tu as le droit de donner ou pas. La LAT, elle est essentiellement sur l'opération Barkhane. Après, il y a des détachements type Djibouti ou Côte d'Ivoire, où elle est force en présence et elle s'entraîne là-bas et elle a des vocations de formation aussi. Et tu peux me rappeler la première question? Comment se déroule le test simulateur à Vincennes? Le test simulateur, vous êtes dans un cockpit de Gazelle. Donc, vous avez un écran face à vous, vous avez les commandes, vous avez un cyclique dans la main droite, un pas général dans la main gauche et le palonnier. Donc, chaque commande va jouer sur l'écran. Vous allez avoir des éléments qui vont être perturbés en fait en permanence. Vous allez avoir une barre qui va monter et descendre, donc vous allez la gérer avec votre pas général, il faut la ramener au milieu. Vous avez un palonnier gauche-droite, il faudra ramener au milieu. Et une barre en 3D qui se déplace, qu'il faudra bouger avec le cyclique. Donc vous avez vos commandes, il faut les saisir, ça dure un certain temps, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 15. Il y a plusieurs sessions. Et vous devez mordre dans le chiffon et ramener tous les éléments au milieu. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez avoir aussi un symbole qui va apparaître, on va vous présenter un symbole qui va s'illuminer ponctuellement en haut, sous vos pieds, sur le côté. Donc ça va être pour tester votre dissociation d'attention, faire plusieurs choses en même temps ou le plus vite possible. Donc vous allez devoir mémoriser le nombre de fois où vous avez vu cette loupiote s'allumer. Et ça, c'est le premier jour. Si vous avez la chance d'aller au deuxième jour, le deuxième jour, on monte d'un step, vous allez avoir un casque avec un bruit de rotor permanent, qui va peut-être un peu vous gêner. Et vous allez avoir ponctuellement un bruit grave ou aigu. Je ne l'ai plus en tête. Si c'est grave, il faudra appuyer sur un bouton sur le cyclique et aigu sur le pas général. Peut-être c'est l'inverse, mais on vous réexplique bien évidemment les règles avant de démarrer. Et vous allez avoir une série de 3 chiffres plus un nombre, en plus des lumières qui vont s'allumer, qui va apparaître progressivement. Donc il faut piloter, il faut appuyer sur les bons boutons au bon moment, restituer le nombre de fois où vous avez vu la lumière et la série de chiffres plus nombre que vous avez vu. Voilà. Oui. On va marquer simu 3 fois 4 minutes avec perturbation toutes les 2 secondes pour ceux que ça intéresse, Alexis. Donc ça doit être un retour d'expérience assez frais. Donc c'est bien. Le but, c'est de faire une progression. Donc c'est pour ça, j'ai vu passer la question, j'ai regardé quand même, mais j'ai vu passer la question par rapport à un logiciel qui existe sur Internet. Beaucoup posent cette question pour se préparer. La crainte, c'est d'utiliser ce logiciel. Vous allez peut-être être, si vous l'utilisez trop, vous allez peut-être être bon tout de suite. Vous n'allez pas avoir une marge de progression. La progression ne sera pas bonne. Donc, l'officier qui va être en backseat sur les résultats, ça ne va pas marcher au niveau de la courbe. Donc, peut-être le faire une fois pour voir à quoi ça correspond. Mais je conseillerais d'arrêter là. Voilà.
Mais par contre, il faut y aller. Voilà. Ça dure un certain temps. Il faut y aller à fond et il faut y croire. Et ça marche. Vous pouvez y arriver. La preuve. Romain, qui a 22 ans, qui est étudiant à l'université de Montpellier 3 en M1 en histoire, il demande quelle est la fréquence de déploiement opérationnel. Est-ce que c'est 1 à 2 fois par an? Est-ce que c'est 1 fois tous les 2 ans? Et est-ce qu'il y a des appareils, et donc par conséquent leurs pilotes, qui partent plus souvent que d'autres? Alors, une fois qu'on arrive en régiment, comme je disais, je pense que vous partez au bout de 2 ans pour la première fois. Et ensuite, peut-être pour un pilote, je dirais, ce sont des moyennes, hein. Pour un pilote, je dirais tous les 2 ans, et pour les chefs de bord, tous les ans. Ça, c'était en retour d'expérience pour quand j'étais gazélon. En Tigre, moi, je suis parti l'année dernière, je repars cette année. Je suis pilote. Donc, c'est entre un départ par an ou un départ tous les 2 ans. On va dire, allez, un départ tous les 1 an et demi. Voilà, comme moyenne. Merci. Et je précise que Romain est étudiant en M1 d'histoire militaire. Excuse-moi, Romain. Merci d'avoir précisé. Loïc, qui a 18 ans, qui nous dit qu'il vient de passer l'agrément technique et la visite médicale. Est-ce que tu pourrais présenter une semaine type en RHC? Et après, le rythme des OPEX, on en a déjà parlé. C'est difficile de présenter une semaine type. Franchement, ça dépend ça dépend si vous êtes un jeune pilote qui vient d'arriver, si vous êtes un pilote qui va partir en opération. C'est vraiment extrêmement varié. Moi, je prends ma semaine. Voilà, vous avez les couleurs le lundi matin, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, je vous dis, vous allez faire peut-être du simulateur, un vol, 2 vols, un vol de nuit. Le lendemain, sport, vous allez faire un petit tour dans votre magasin, un petit peu de cours théoriques, vous avez une journée off, sans vol, sans simu. Voilà, vous allez peut-être faire plastron aussi, ça nous arrive dans le cadre d'exercices tactiques avec plusieurs hélicoptères. Parfois, on joue une troupe au sol, un véhicule par exemple, qu'un tigre va devoir détruire. Donc il y a un scénario tactique, on participe à l'élaboration de ce scénario, on le joue. C'est polyvalent, enfin, c'est multitâche. Ouais, c'est super. Merci Mallory. On a Cataléa qui a 27 ans et qui fait un doctorat en géotechnique, qui demande, selon toi, quelles sont les qualités requises ou indispensables pour un futur officier pilote? Je disais l'autonomie. Ouais. L'autonomie, la remise en question, l'humilité, bon, ça c'est clair. La détermination, parce que la formation, déjà, pour en arriver là, c'est sûr qu'il faut être déterminé. Et il faut, comment dire, je pense qu'il faut être courageux. Il faut être courageux parce que la formation, parfois, voilà, vous allez faire un vol, ça va mal se passer. Vous allez prendre une rouge. Alors là, c'est vrai que je suis parti sur la formation. Mais voilà, pour la formation, voilà, vous allez prendre une rouge, il va falloir se remettre en question, se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ok, ça j'ai mal fait, je peux refaire. Parfois, vous allez enchaîner même avec une deuxième rouge. Après, il y a un conseil d'instruction, donc peut-être c'est la fin dès le lendemain. Ouais. Et voilà, c'est une aventure, les montagnes russes. Maintenant, il faut s'accrocher, il faut y croire. En tout cas, dans la latte, si vous réussissez les tests de sélection, on mise sur vous, ça veut dire que vous êtes à même de réussir. Donc, sur le papier, vous serez un futur pilote. Donc, on ne va pas vous lâcher, on ne va pas abandonner. Maintenant, quelqu'un qui va lâcher psychologiquement, qui ne va pas travailler, bon, là, on ne pourra rien faire pour lui. Et après, on tend tous les jours, ces qualités, il faut les garder, parce que c'est ce qui fait qu'on avance et qu'on mène à bien nos missions, je pense. Sportif, important aussi. Enfin, voilà, il y en a, hein, on va pas, non exhaustif, la liste. Merci. On a Pierre qui est étudiant en classe prépa grandes écoles PTSI, oui, qui nous dit test au DEI du QG Frères pour OSCP début mai. Quel est l'état d'esprit ou le profil psychologique attendu par les sélectionneurs? Est-ce que tu sais répondre à ça? Alors là, ce qu'attendent particulièrement les sélectionneurs, je ne sais pas parce que je ne les connais pas personnellement. Maintenant, je pense qu'ils attendent d'avoir. Je pense qu'il faut être cohérent dans son projet. Voilà, quelqu'un. PCSI, tu as dit, c'est ça? PTSI. PTSI, enfin voilà, classe préparatoire. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc, quelqu'un qui fait des classes préparatoires, il sait vers quoi il tend, quel métier il veut. Sans doute, j'imagine, un profil officier.
Mhm. peut-être pilote. Il faut Mhm. arriver avec une cohérence. Voilà. On va vous demander finalement pourquoi vous n'êtes pas venu avant, pourquoi vous avez choisi l'armée de terre. On veut juste vérifier que vous êtes quelqu'un de normal, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, travailleur, et qui a même d'incarner sa fonction et de porter l'uniforme. Voilà, faut pas qu'il y ait de doute et de dire bah tiens lui c'est bizarre, j'en sais rien, il veut être militaire, mais on lui pose quelques questions, par exemple, je sais pas, il veut être dans la latte, on lui demande par exemple quels sont les 3 régiments d'hélicoptères de combat. Il y a même un quatrième, mais ce sont les forces spéciales, mais de la conventionnelle, s'il ne sait pas répondre, on va se demander pourquoi. Voilà, quelqu'un qui se dit passionné, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas intéressé un minimum à notre arme, aux hélicoptères? Quelqu'un qui ne sait pas que, je ne sais pas, qu'il y a des gazelles dans l'armée de terre, bon, il y a peut-être un problème dans le Un cursus. positionnement. Voilà. Donc, faut pas douter, faut préparer son truc, être déterminé, voilà, se renseigner, peut-être voilà, venir, tous ceux qui sont là, je pense qu'ils sont déjà dans le vrai. Et voilà, il faut y croire. Et ça marche. Coralie, elle a 20 ans, elle vient de terminer une classe prépa en lycée militaire. Elle va bientôt passer l'agrément SECMA. Elle demande si tu as des conseils pour approfondir les connaissances aéronautiques. Et puis elle nous reparle de ce fameux simulateur. Ouais, simulateur, mais il ne faut pas douter, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Mais les connaissances aéro, c'est voilà, c'est de la culture G spécifique aéro. Moi, c'est vrai que j'ai pas été très bon, notamment sur l'identification, par exemple, de matériel, enfin de missiles, de choses un peu spécifiques. La culture, elle se fait petit à petit. Alors, c'est vrai que il faut, je pense, peut-être voilà, se renseigner sur des forums, peut-être lire un petit peu de magazines un petit peu orientés militaires, aller à la rencontre de pilotes, aller sur des journées portes ouvertes. Moi, ce que je conseille aussi sont les préparations militaires terre qui durent une semaine. Moi, j'en ai encadré une en tant que chef de section. Je pense que tous les jeunes que j'ai eus, ils en gardent un très bon souvenir. Ils ont été en immersion. Alors, le mieux pour quelqu'un qui va être pilote, la faire dans un RHC. Le BIA, Alix me l'enlève de la bouche. Le BIA, c'est très bien. Ça donne un petit vernis aéro. Alors, c'est quoi le BIA pour quelqu'un C'est le comme moi? brevet d'initiation aéronautique. Donc, généralement, on peut le passer au lycée. Il y a des lycées qui ont des partenariats déjà avec des aéroclubs et par exemple ici à Falzbourg, c'est le cas avec le régiment où on peut le passer. Donc, ça, c'est vraiment bien parce que vous arrivez avec un petit vernis, des instruments avioniques. Moi, vraiment, par exemple, j'avais pas ça. J'ai tout découvert, j'ai tout appris. Donc, au début, c'est une piqûre assez importante. C'est vrai que quelqu'un qui arrive avec ça, c'est pas mal. Déjà, ça prouve aussi que le gars ou la fille est passionné et a eu la possibilité de le faire. Alors après, des fois, on n'a peut-être pas la possibilité de le faire. On fait un peu comme on peut. Alors, Coralie demande si tu as un livre en particulier à conseiller. Le mien, À à part part celui que celui que tu vous avez as réalisé, écrit, nous dit-elle. un autre magazine, il y a des raids d'aviation, il y a des airfans, il y a des... Ça développe un peu une culture un petit peu aéro avec l'identification de matos. Il y a pilote de combat, voilà, pilote de combat. Effectivement, moi, le livre que j'ai fait chez l'éditeur C'est pas du S, ce sont des livres à vocation pédagogique, très orientés aéronautique. Donc, il y a beaucoup de livres là-dessus. Il y a un livre de mécanique du vol où je pilote l'hélico, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'on y découvre des notions. Il y a dans les griffes du tigre, du colonel Herblanc, bien sûr. Vous trouverez, franchement, maintenant avec Internet, vous trouvez. Il faut peut-être aller aussi sur la page Devenez pilote d'hélicoptère de combat. Il y a le groupe, il y a une communauté et vous avez plein, parce qu'on parle du pilote, mais vous avez évidemment toutes les autres spécialités, contrôleurs aériens, ISPN, les préparateurs mission maintenant, les mécaniciens, tout ce qui gravite autour, hein, le SEO, il y a plein de spécialités. Et il y a ces gens qui intègrent ce groupe et qui sont ravis de répondre et qui pourront peut-être conseiller aussi des livres qui les ont aidés, peut-être pour le vernis militaire également.
Et on a aussi tous les jeunes qui nous écoutent et qui envoient plein de ressources à Coralie. Vous êtes hyper actifs sur le Mais chat. ouais, Donc, c'est merci à génial. tous de vous entraider et de donner des éléments, c'est super. On a une question d'Alexis qui a 23 ans, qui est mécanicien automobile. Oui. Il nous dit bonsoir, j'ai réussi mes tests ALAT à Vincennes en décembre, mais certaines questions restent floues dans la tête. Comment se déroule une journée type d'un pilote en formation à Saint-Cyr, à Dax et en régiment? On a un peu répondu, mais Alors déjà, félicitations, il a réussi. Il pourra peut-être conseiller certains. Donc c'est bien ce c'est cercle ce qu'il fait, vertueux, je crois, Alexis, en parallèle. il faut le pérenniser. Alors, une journée type à Saint-Cyr. Saint-Cyr, ça va être réveillé très tôt, je crois que c'est 5h30. Voilà, petit déjeuner, sport, cours, il va y avoir du terrain, de la tactique, parce que vous allez accéder à la fonction de chef de groupe, chef de section. Donc là, c'est du combat TTA, Proter, tout type d'armes. Vous allez vous lever tôt et finir tard. Voilà. Les premiers temps, vos week-ends, ils sont verrouillés. Voilà, c'est une formation militaire, c'est un vernis. Ça va se libérer, ne vous inquiétez pas, au fil de la formation. Et après, je vous disais, à Dax, phase sol. Donc là, c'est pareil, ça va être beaucoup de cours. Il y a une grosse charge à absorber. Vous allez faire des cours le soir aussi. Par exemple, moi, quand vous arrivez à Dax, vous avez la possibilité de loger à l'extérieur. Personnellement, moi, je logeais sur base pendant la phase sol parce que je bossais le soir. On bossait tous ensemble, on s'entraînait, on reprenait les cours. Avant d'accéder à la phase vol, où là, ça va être des exercices à réaliser. Ça passe du tout début, de la mise en route de l'hélicoptère, la mise en stationnaire, le déplacement, le tour de piste, rejoindre un terrain, faire une MRAD, une méthode de raisonnement pour les aires de posée. Donc, vous allez tout est décortiqué du début à la fin pour que quelqu'un qui n'a jamais volé réussisse à la fin à savoir voler de jour, de nuit, aux instruments, naviguer, faire des autorotations. Qu'il ne s'inquiète pas de l'emploi du temps, il l'aura et le temps Ça file passera bien. très vite. On a Jean, qui est sous-lieutenant de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui a 23 ans, qui dit « Mon capitaine, quelle proportion des pilotes des premiers, 3e et 5e RHC intègrent le 4e RHFS ?» Alors là, il faut m'aider. Alors, le 4e RHFS, c'est le 4e régiment d'hélicoptères de force spéciale, donc il est basé D'accord. à Pau. Et c'est une branche, donc c'est la LAT, mais c'est une branche des opérations spéciales. Donc, vous avez des régiments comme le 1er RPIMA, le 13e RDP, les commandos Hubert, le CPA-10 de l'armée de l'air. Donc ce sont des forces spéciales, ce sont des commandos. Donc un OSCP, lui il est de l'ESM, donc il sera officier de carrière. Il aura peut-être un temps de commandement. Alors ça, c'est les temps de commandement qui sont calés, peut-être, s'il le souhaite, et peut-être qu'il sera au bon moment, il pourra peut-être commander au 4. Néanmoins, la proportion, c'est sur la base du volontariat déjà. Quelqu'un qui... Alors, il faut d'abord intégrer la conventionnelle, donc les régiments de Phalsbourg, Étain ou Pau. Et ils recrutent parmi les pilotes avec de l'expérience. Généralement, il faut au moins une opération extérieure. Et il faut être volontaire pour présenter les tests. Donc là, c'est des tests spécifiques pour devenir opérateur, donc commando, pilote, mais commando de force spéciale. Et vous avez un agrément, c'est comme un peu à Vincennes. Vous avez un agrément où vous n'avez pas l'agrément. Et si vous avez l'agrément, vous êtes à même d'intégrer le 4. Et cet agrément dure, je crois, 4 ans. Donc pendant 4 ans, vous pouvez être appelé suivant leurs besoins pour intégrer ce régiment d'élite, ce régiment de force spéciale. Et voilà. Moi, demain, si je le souhaite, je peux demander à présenter les tests. J'aurai ou pas cet agrément et je pourrai intégrer potentiellement le 4e RHFS. C'est une branche spécifique. Effectivement, comme on parlait d'évoluer et sans arrêt, voilà, de changer, on peut rejoindre le 4. En revanche, c'est différent. Là, vous êtes un commando, donc les missions, les mandats ne sont pas les mêmes. Les missions ne sont pas des missions de la force conventionnelle. Il y a un certain degré de confidentialité supérieur. Vous ne verrez pas, par exemple, un commando du 4 faire ce genre de webinar, en tout cas à visage découvert, par exemple. Néanmoins, ça reste un pilote de la LAT, avant tout. On a une question de Léopold qui a 17 ans, qui est élève en terminale STI2D au lycée militaire d'Autun,
qui dit Mon capitaine, la carrière d'un OSCP ne dure que 20 ans maximum. Comment se passe la reconversion dans le civil et quelles sont les possibilités pour un pilote? Il est bien renseigné, c'est bien. Alors, pour quelqu'un qui veut effectivement continuer dans l'aéronautique, par exemple un OSC, donc un OSCP, qui fait effectivement 2 contrats de 10 ans, donc il fait plus les 2, on a parlé des 2+2, Ouais. donc il fait 24 ans de service. Donc il va être à la retraite assez tôt, ouais. autour des 42, entre 42 et voilà, 46. Donc on est jeune à cet âge-là, donc effectivement on peut continuer à travailler. Le recrutement, que ce soit au SAMU, douane, sécurité civile, généralement, c'est cette clientèle-là qui les intéresse, parce que vous avez 20 ans d'expérience, vous avez entre 2000 et 4000 heures de vol. Donc, c'est ce personnel-là qui les intéresse. Donc, il n'y a généralement pas de souci particulier à intégrer ce milieu. Alors après, là, il faut avoir par contre des diplômes civils. On a parlé du CPL, le Commercial Pilot License. Vous avez l'ATPL, donc c'est la version au-dessus. Vous avez l'IR, donc ce sont les formations, l'instrument rating, c'est le vol aux instruments. Donc ça, c'est les qualifs, par exemple, qu'on n'a pas tous, suivant l'hélicoptère qu'on a choisi. Après, quand vous approchez de la reconversion, vous êtes à même de demander cette qualif, de la passer, elle peut être financée, et vous arrivez avec le package complet qui va bien pour intégrer ce milieu-là. Donc vous postulez et ben, vous pouvez rejoindre. Là, je parlais récemment avec un ancien moniteur, bon, lui il était dans l'armée de l'air, mais un ancien moniteur ADAX qui a rejoint la sécurité civile, par exemple, à l'issue de sa carrière. Donc vous avez des gars de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie, de la LAT, qui sont à 90% les pilotes SAMU partout en France. Ce sera sans doute la dernière question parce que le temps passe vite et du coup, je m'en excuse. Benoît, qui a 23 ans et qui est étudiant à l'ISA et ENSMA, qui demande quel était ton classement au moment de la sélection. Oula, ça bouge trop. Des machines et du régiment, et plus précisément, quelle place faut-il obtenir pour pouvoir choisir le Tigre? Mais comme je disais, il y a une partie de chance. Bon, la chance se provoque. Si vous êtes premier, il n'y aura aucun problème. Moi, j'étais au milieu de classement. Et nous, on avait seulement 2 tigres et 6 pumas, 9 gazelles. Donc, peut-être que s'il y avait eu un tigre supplémentaire, j'aurais peut-être pu avoir le tigre tout de suite. Mais le tigre est parti, je crois, en deuxième. Les 2 tigres sont partis dans les 3 premiers. Donc, je n'ai pas pu le choisir. Donc, j'ai pris gazelle, la filière HRA, sachant que le tigre allait arriver à Phalsbourg plusieurs années après. Je me suis dit, peut-être qu'il y a possibilité. Et aujourd'hui, ça a marché. Donc, faut tout donner de toute façon pour n'avoir rien à regretter, pouvoir choisir. Mais il y a toujours cette possibilité d'évolution, quoi qu'il arrive. Merci mille fois, capitaine Mallory, pour tous les éléments que tu as apportés à nos jeunes. Si je devais faire un résumé, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que déjà, il y a des hélicoptères de combat dans l'armée de terre. Il y a la possibilité d'être formé, même si on n'a jamais touché un hélicoptère de sa vie et qu'on n'a jamais volé. C'est un milieu dans lequel on va sans cesse apprendre, sans cesse grandir, avoir des nouvelles opportunités. Il y a énormément d'opportunités au sein de l'armée de terre, pour devenir pilote d'hélicoptère de combat. C'est même, d'après ce que j'ai compris, l'endroit où il y en a le plus. Oui. Il y a plein d'autres métiers. Tu en as parlé rapidement à un autre moment. Au-delà d'être pilote, tu as parlé des contrôleurs aériens, tu as parlé d'autres personnes qui font partie de la LAT. Et du coup, on a vu plein de jeunes qui étaient hyper intéressés, qui se posaient beaucoup de questions par rapport aux tests, par rapport à la formation et comment ça se passait. Et donc, le mieux, c'est toujours d'aller en parler. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur Major Glacis. Donc, je vais vous inviter à l'issue de ce webinaire à aller continuer les échanges avec eux. Et vous savez que vous pouvez aussi aller pousser
la porte d'un CIRFA ou aller sur s'engager.fr pour avoir de l'information. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, n'hésitez pas à aller rencontrer les ambassadeurs pour comprendre réellement et avoir quelqu'un qui répond à l'ensemble de vos questions. C'est une vraie chance d'avoir des personnes qui partagent avec vous leur expérience et qui vous donnent plein de bons conseils comme le capitaine Mallory l'a fait ce soir. Donc, merci infiniment de t'être prêté à ce jeu-là. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta carrière. Et moi, je dis aux jeunes, rendez-vous bientôt parce qu'il y aura d'autres épisodes à la découverte de l'armée de terre avec de nouveaux métiers à découvrir pour en savoir toujours plus sur l'armée de terre. Merci infiniment. Merci à toi et merci à tous. Je vois, c'est difficile effectivement de lire. Voilà, j'espère que j'ai renseigné un maximum de personnes. Ça a été super. Je pousse l'expérience avec les autres ambassadeurs. Et puis, s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas avec Facebook. Je réponds toujours, alors avec plus ou moins de temps. Et mes camarades font de même. Donc, voilà. Et au plaisir de les rencontrer, peut-être avec le même uniforme d'ici quelques années. Ouais, prochainement dans ton régiment. Qui sait? Pourquoi pas? Et en tout cas, on vous souhaite plein de réussite à tous et de bons échanges avec les autres ambassadeurs si vous continuez les échanges. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde.